Ce n'est pas le décor d'un film Avengers après un énorme combat, croyez-le ou non. Mais c'est l'Australie pendant la saison des feux de brousse de 2019-2026. Des nuages de fumée, des forêts en feu et une destruction inédite ont marqué le paysage australien pendant près d'un an. Pendant cette période, plus de 230 000 km² de terre ont été incendiés, affectant 3 milliards d'animaux et brûlant des milliers de maisons et tuant 34 personnes. Près de 80% des Australiens ont été affectés par ces feux de brousse qui ont causé des dégâts et des pertes économiques dépassant 100 milliards de dollars. Le plus fou, des feux de brousse comme celui-ci vont sûrement se reproduire. À l'échelle mondiale, les incendies de forêt devraient augmenter de 33% d'ici 2050 et gagner en intensité. Mais comment l'Australie en est-elle venue à devenir cette gigantesque boîte d'allumettes qui semble toujours être en feu? Eh bien, je dirais que l'Australie n'est pas devenue comme ça, mais qu'elle l'a toujours été. Vous voyez, le feu fait partie de l'ADN de l'Australie depuis des siècles, presque littéralement. Si vous regardez le pays, sa position géographique y est pour beaucoup. L'Australie est le continent habité le plus sec. 70% de son territoire est composé de terres arides ou semi-arides, recevant très peu de précipitations. Cela est dû au fait qu'elle se trouve au sud de la zone tropicale où se situent l'Indonésie et la Nouvelle-Guinée, et plutôt dans la ceinture de haute pression subtropicale qui empêche la montée de l'air nécessaire à la formation de pluie. Ensuite, il y a la taille même de l'Australie, c'est immense. C'est à la fois un pays et un continent, mais aussi très plat. Regardez cette carte topographique de l'Australie. Mais cette partie juste ici, connue sous le nom de la cordillère australienne, est l'exception évidente. Elle n'a peut-être pas la hauteur, mais possède la longueur. 5e plus longue chaîne de montagnes au monde, elle s'étend du nord du Victoria, à travers la Nouvelle-Galles du Sud jusqu'au Queensland sur 3500 km. Cela signifie que le versant est de cette chaîne reçoit beaucoup de précipitations à cause de le soulèvement orographique. C'est la science. Une carte de la densité de population australienne montre que les zones les plus denses sont également ici. Ce que je veux dire, c'est que les zones côtières reçoivent beaucoup de pluie, ce qui épuise l'humidité et empêche qu'elle atteigne le centre du continent. Pendant ce temps, sa voisine, la Nouvelle-Zélande, est beaucoup plus étroite, donc les nuages peuvent arroser sur tout le sous-continent. Donc, la majeure partie de l'Australie est vraiment sèche, comme je l'ai dit auparavant, et cet air sec favorise une plus grande intensité des incendies que l'air humide. Les plantes sont plus inflammables quand l'humidité est basse car elles perdent plus vite leur eau. Le vent transforme la terre en catalyseur idéal pour qu'une étincelle déclenche un feu de brousse, causant plus de 60 000 incendies par an. Cela peut paraître effrayant, mais c'est en fait un élément clé de l'environnement naturel. Beaucoup de plantes en Australie ont évolué pour non seulement résister aux feux de brousse naturels, mais aussi les favoriser elles-mêmes. Par exemple, le célèbre eucalyptus, ami de tous les koalas, est l'une de ces plantes. L'huile sécrétée par cet arbre est très inflammable et ses feuilles tombées résistent à la décomposition. Les eucalyptus dispersent des allumes-feu naturels, si bien qu'en cas d'incendie, toutes les plantes concurrentes brûlent. Cependant, ces arbres ne libèrent leurs graines qu'activées par la chaleur du feu. Le défrichage du sous-bois par le feu favorise l'émergence de nouvelles plantes, et les cendres des incendies servent d'engrais pour la repousse. La nouvelle végétation fournit de la nourriture aux animaux, et les troncs et arbres nouvellement creusés offrent de nouveaux endroits où ils peuvent vivre. Ainsi, il n'est pas surprenant que les Australiens autochtones aient tiré parti des feux de brousse. Les aborigènes ont inventé une gestion environnementale précoce et efficace, la technique du bâton de feu. Ils comprenaient le rôle crucial du feu dans le cycle de la vie et l'utilisaient pour gérer les terres. Quand la végétation était sèche, ils brûlaient des zones de la brousse, appelées aussi outback. Cela permettait non seulement d'éviter l'accumulation dense de végétation, de feuilles mortes et de branches qui pouvaient être alimentées de plus grands feux de brousse, mais cela attirait aussi les animaux que les aborigènes chassaient pour se nourrir et favorisait la croissance de différentes sortes de plantes dans différentes zones tout au long de l'année, augmentant ainsi la quantité de nourriture disponible. En 1788, à leur arrivée en Australie, les colons britanniques n'étaient pas tous habitués à l'agriculture utilisant le feu. Ils en étaient même terrifiés. Dire que le climat britannique diffère de celui de l'Australie est un euphémisme. Une fois que les colons se sont installés en Australie, ils ont rapidement abandonné les techniques de l'agriculture par le feu au profit des méthodes apprises dans leur pays d'origine, que nous connaissons sous le nom d'agriculture classique. Les aborigènes natifs étaient surtout des chasseurs-cueilleurs nomades, l'agriculture complétant leur mode de vie. A l'inverse, les colons d'Australie fondaient leur production alimentaire sur l'agriculture, et une grande partie à l'échelle commerciale à laquelle ils étaient habitués en Grande-Bretagne. L'agriculture, notamment la production de viande et l'élevage qui a rendu l'Australie célèbre, exige beaucoup d'espace et de ressources.
Pour collecter ces ressources en sécurité, l'agriculture par le feu a été abandonnée pendant des décennies. Bien sûr, il est beaucoup plus difficile de forcer Mère Nature à changer ses habitudes. Surtout que les feux de brousse régnaient en maître depuis des millénaires, avant même que les colons ne mettent le pied sur la terre australienne. Il faut reconnaître que l'extinction généralisée des flammes au XIXe siècle a permis aux Australiens d'établir un cadre agraire pour l'alimentation et le bétail. Étant donné que l'Australie possède aujourd'hui une industrie agricole florissante, tant au niveau national qu'international, cela a été considéré comme une grande victoire. Cependant, le coût d'opportunité de siècle de l'élimination des incendies, au lieu de leur gestion, a rendu l'outback plus dense en végétation. Exactement ce que les aborigènes ne voulaient pas voir arriver. La fin de la technique de brûlage contrôlé, combinée à la croissance des villes et bien sûr de l'outback, a vraiment fait monter la température pour l'Australie que nous connaissons aujourd'hui. Pourquoi la prévention des incendies est-elle si difficile en Australie aujourd'hui? La réponse est plus complexe qu'il n'y paraît, mais il existe principalement deux raisons. La première raison et la plus destructrice est la nature. Nous avons déjà expliqué pourquoi l'Australie est un terrain idéal pour les incendies, mais la façon dont ils commencent dans la nature est généralement due à la foudre sèche, lorsque la foudre frappe avec peu ou pas de pluie ensuite, ce qui peut enflammer une forêt. Si vous regardez cette carte de la NASA montrant les feux de brousse détectés de juin 2001 à mai 2019, vous verrez cela. La majorité des incendies sont dans le territoire du Nord et le nord de l'Australie occidentale et du Queensland, zone heureusement peu peuplée. Mais attention, une fois déclenchées, les flammes peuvent se propager avec des vents surchauffés jusqu'à des zones habitées à des kilomètres. Vous savez ce qui arrive ensuite? C'est ainsi que la quasi-totalité des plus grands feux de brousse de l'histoire de l'Australie ont commencé. Mère Nature. Ce n'est pas vraiment quelque chose que l'on peut résoudre, mais plutôt quelque chose pour lequel il faut se préparer. Pourtant, cela ne représente qu'environ la moitié de tous les feux de brousse, sans doute. Et je dis sans doute parce qu'il y a pas mal de chiffres différents qui circulent sur ce que ce chiffre représente réellement. Selon Geoscience Australia, une agence gouvernementale de géologie et géographie, c'est environ la moitié ce que nous allons retenir. Cela signifie donc qu'environ la moitié des feux de brousse ont d'autres causes, ce qui m'amène à mon second point. Les humains, délibérément ou non, sont responsables de la moitié des feux de brousse en Australie, selon des chiffres variables. Il est très facile d'en déclencher par négligence dans un pays qui en est le terreau, il suffit d'une source d'ignition. Des cigarettes jetées, des systèmes d'échappement de véhicules, des étincelles provenant d'outils mécaniques comme les tondeuses à gazon ou les outils de soudure, et les feux de camp sont tous des moyens faciles et courants par lesquels des incendies se déclenchent chaque jour. Dès lors, la gravité des dégâts dépend du type et de la quantité de combustible disponible. Par combustible, j'entends tout, des températures élevées, des vents forts aux arbres, champs d'herbes sèches et habitations. Ces incendies, pour le meilleur ou le pire, surviennent souvent dans des zones accessibles et sont vite maîtrisés. Les incendies déclenchés volontairement ne sont pas toujours malveillants. Certains, censés être maîtrisés, deviennent incontrôlables. Ensuite, bien sûr, nous devons faire face aux incendies criminels, qui, bien que représentant un faible problème, en restent un malgré tout. C'est pour ça que j'ai dit que la prévention des incendies est si difficile. Car les deux obstacles sont la nature incontrôlable et qui empire, et les humains qui commettent inévitablement des erreurs d'inattention sans moyen de l'empêcher. En Australie, avec 27 millions d'habitants, ce n'est vraiment pas ce qui manque. Comme déjà mentionné, les feux de brousse sont dans une certaine mesure naturels et nécessaires à la gestion de la végétation et des forêts. Mais en devenant plus fréquents et violents, ils détruisent plus qu'ils ne préservent, principalement à cause du changement climatique. Les incendies, bien que non causés directement par le changement climatique, deviennent plus fréquents et dangereux à cause de lui. Une température élevée augmente le risque d'incendie, car le combustible se rapproche de son point d'ignition. Le continent s'assèche peu à peu, les pluies diminuant continuellement. Le climat de l'Australie s'est réchauffé de plus d'1 degré Celsius au cours du siècle dernier, et ce changement a entraîné une augmentation de la fréquence et de l'intensité des vagues de chaleur, comme vous pouvez le constater ici sans aucun doute. En 2019, la Nouvelle-Galles du Sud a connu 4 fois plus d'alertes aux incendies qu'à tout autre moment ces 20 dernières années. Comme le montre ce graphique, 8 des 10 années les plus chaudes en Australie ont eu lieu depuis 2005. 2019 fut aussi l'année la plus sèche jamais enregistrée en Australie depuis 1900, avec 40% de précipitations en moins que la moyenne. Que cela implique-t-il ? Eh bien, regardons d'abord quelques saisons historiques d'incendies de brousse, en commençant par celle de 1974-1975. Lorsque les incendies ont cessé de brûler, environ 117 millions d'hectares avaient été réduits en cendres. Et oui, vous m'avez bien entendu. Pour vous donner une idée, cela représente 15% de la superficie terrestre de l'Australie qui a été touchée par des incendies étendus.
Ce fut le plus grand événement d'incendie de brousse jamais enregistré en termes de superficie. Bien que les dégâts de ces incendies aient été jugés faibles, la plupart des zones touchées se situaient dans des régions bien moins peuplées que les villes côtières. Ensuite sont survenus les incendies du Samedi Noir de 2009, les feux de brousse les plus meurtriers d'Australie. 173 personnes ont perdu la vie, des milliers se sont retrouvés sans abri et 450 000 hectares ont brûlé. Son nom tristement célèbre vient du jour où l'incendie a atteint son apogée, le samedi 7 janvier 2009, avec environ 400 feux distincts qui ont ravagé le pays ce jour-là. Plusieurs villes, dont Melbourne, ont connu leurs températures les plus hautes depuis 1859, avec des vents allant jusqu'à 100 km/h. Ce jour a été qualifié de pire pour les incendies dans l'histoire de l'État. Bien sûr, j'ai déjà parlé de la saison des feux de brousse de 2019-2020 au début, où le feu semblait littéralement surgir de nulle part. Je vais laisser ces photos parler d'elles-mêmes. Bref, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, tout cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce que des feux de brousse comme ceux-ci deviennent beaucoup plus fréquents à l'avenir. C'est terrible pour des raisons évidentes. Mais d'un autre point de vue, par exemple économique, même si les feux de forêt causent des dégâts importants, ils restent réparables. Mais se remettre trop souvent de cela nuira gravement à la sécurité alimentaire et à l'économie australienne. N'oublions pas que les forêts repoussent après un incendie, mais stockent moins de carbone car la régénération reste incomplète. Compenser cela coûtera aussi des milliards. Alors maintenant, la question se pose, comment l'Australie gère-t-elle le fait d'être extrêmement sujette aux incendies? À l'époque où la Terre était peuplée de tribus nomades et petits groupes, les feux de brousse ne dérangeaient pas leur mode de vie. Même pendant la saison des feux de brousse, c'est-à-dire pendant leur été de décembre à février, lorsque les conditions sont les plus favorables pour déclencher un incendie, il était facile de s'adapter et c'était même bénéfique. Mais les grandes villes, les banlieues et les exploitations agricoles commerciales sont fortement menacées par les dégâts considérables causés par les feux de brousse, sans parler de la fumée irrespirable qu'ils produisent. Les temps modernes demandent d'autres mesures. Même si les Australiens ne peuvent stopper les incendies naturels, ils peuvent au moins y contribuer indirectement, en quelque sorte. L'Australie est le 5e producteur, 2e exportateur et détient les 3e plus grandes réserves de charbon mondial, ce qui est préoccupant pour le climat. Le charbon est une source majeure d'émissions de dioxyde de carbone, un des principaux gaz à effet de serre. Lorsque l'Australie brûle du charbon pour produire de l'énergie, elle contribue au réchauffement climatique. Des températures mondiales élevées aggravent les feux de brousse en rendant les conditions plus sèches et chaudes, favorisant ainsi les incendies. C'est un cercle vicieux, tout cela pour l'argent, sans signe de ralentissement et qui, selon l'Institut d'analyse économique et financière de l'énergie, s'aggrave. Se diversifier et s'éloigner du charbon est sans aucun doute l'un des meilleurs moyens pour éviter d'être constamment en proie aux incendies. Ce sont les entreprises qui agissent ainsi, mais chacun peut exprimer son souhait d'un meilleur climat et écosystème. De nombreuses politiques ont été mises en place et continuent pour empêcher les incendies d'origine humaine. Par exemple, les jours où les conditions sont pratiquement parfaites pour qu'un incendie se déclare, il existe des interdictions totales de faire du feu. Il est interdit d'allumer un feu ou d'entreprendre toute activité pouvant causer un incendie en plein air. Ce ne sont pas seulement les objets évidents, mais aussi les arroseurs, clôtures électriques et certains barbecues qui sont interdits. Le brûlage contrôlé aborigène revient aussi. Fondée en 2016, la Jagun Alliance, organisation à but non lucratif détenue par des aborigènes, enseigne leur méthode de gestion du feu aux propriétaires terriens. Et comme la technique est aussi efficace qu'il y a quelques siècles, elle est de plus en plus utilisée. Ensuite, il y a la manière d'aider en changeant les mentalités. Le programme de géographie de 5e année de primaire en Australie couvre l'impact des feux de brousse ou des inondations sur l'environnement et les communautés, ainsi que les réponses possibles. Beaucoup suggèrent d'intégrer la sécurité contre les feux de brousse au programme scolaire dès le CE1 ou le CE2 pour l'ancrer dans la culture. Au-delà, ces mesures comme maintenir une large zone sans végétation autour des propriétés, utiliser des matériaux résistants au feu, assurer l'accès aux véhicules de secours et nettoyer régulièrement gouttières et terrasses pour retirer les débris inflammables sont-elles systématiquement appliquées nationalement pour limiter les dégâts des feux de brousse. Parallèlement, sur le plan technologique, des modèles informatiques plus sophistiqués permettent de prédire l'évolution d'un incendie, ce qui facilite une meilleure planification des ressources de lutte contre le feu. Et à un niveau plus personnel, chaque foyer dispose plus ou du moins devrait disposer, d'un plan détaillé en cas de feu de brousse. Chaque été, on martèle aux citoyens qu'ils ne doivent pas s'attendre à ce que les pompiers puissent les sauver lors des feux de brousse. L'une des alertes dit « Vous êtes en danger, agissez immédiatement pour survivre ». Il est trop tard pour partir. Cette information peut faire la différence entre la vie et la mort. Ce ne sont que quelques exemples des nombreuses actions de l'Australie. Reste à voir si cela sera suffisant, surtout parce que les feux de brousse les plus dangereux en superficie sont d'origine naturelle, et s'occuper de cela revient vraiment au gouvernement.
Malgré la hausse de la chaleur, la détermination et la volonté des Australiens augmenteront aussi. Qui sait ce que l'avenir réserve? Merci d'avoir regardé.